Bonjour les amis, je suis très heureuse de retrouver l'équipe d'Accessible qui est confinée pour cette seconde intervention. Merci pour vos retours sur ma première intervention qui m'ont fait chaud au cœur et merci encore à Jimmy Pinto de me donner l'opportunité de vous aider et de diffuser ensuite les vidéos pour que ça puisse aider d'autres personnes. La dernière fois, je m'étais adressée plus spécifiquement à ceux d'entre vous qui souffrent du manque de lien social, de la solitude et qui ont eu tendance jusqu'ici à vivre le confinement en tombant dans des conduites addictives, que ce soit les jeux vidéo, Netflix ou la suralimentation par exemple. Aujourd'hui, je vais évoquer le cas de ceux d'entre vous qui vivent le confinement en couple, avec des enfants et en télétravail ou pas, pour vous aider à mieux vivre les choses. Et je vais donc répondre aux questions que vous m'avez posées en lien avec cette situation de vie. Je vous rappelle qu'à chacune de mes interventions, j'évoque des concepts et des outils qui peuvent vous aider quelle que soit la situation dans laquelle vous vous trouvez. Dans les exemples que je donne, j'illustre l'utilisation des outils par des situations que vivent les personnes à qui je m'adresse plus particulièrement, mais ces outils peuvent aussi s'appliquer à ceux qui ne sont pas dans cette situation spécifique. Alors même si tu n'es pas en couple et avec des enfants, beaucoup de choses que je vais évoquer aujourd'hui peuvent être utiles et transposées dans ta situation. Aujourd'hui, je vais dans un premier temps évoquer dans quel état d'esprit tu peux te mettre pour vivre le confinement du mieux possible et quels outils peuvent t'aider à te mettre dans cet état d'esprit. Et dans un deuxième temps, je vais te donner des conseils concrets sur comment structurer ta journée et de quelle façon agir pour prendre soin de toi et de ta famille. Alors, dans quel état d'esprit te mettre pour vivre cette situation du mieux possible et comment faire pour te mettre dans cet état d'esprit? La toute première chose que je voudrais te dire, c'est d'être doux et indulgent avec toi-même. Si tu n'es pas satisfait de la façon dont tu as vécu les choses jusque-là, prends le temps de te pardonner. Si par moments il y a des tensions, de la frustration, que tu n'arrives pas toujours à faire tout ce que tu aimerais faire, si parfois tu t'énerves ou que tu te décourages, c'est normal. Ça n'est pas du tout facile de gérer tout ce que vous avez à gérer dans la situation actuelle. Ça ne veut pas dire qu'il y ait quelque chose qui cloche chez toi ou dans ta famille. L'idéal n'existe pas et il n'est pas souhaitable. Ce n'est pas humain, ce n'est pas la vie. La vie est faite de yin et de yang, de positif et de négatif, de ressentis agréables et désagréables. C'est ça la vie. Croire que ce serait possible d'être heureux tout le temps et vouloir que nos enfants soient heureux tout le temps, ça nous met dans une quête irréaliste. Lâcher cette croyance, ça peut déjà faire retomber la pression que tu te mets peut-être. On a parfois un juge intérieur terrible qui nous persécute à notre insu et nous met dans une pression incroyable qui nous stresse et qui nous épuise. Et ce juge intérieur, dans ce moment de vie où on est stressé, où on se retrouve beaucoup plus que d'habitude confronté à nous-mêmes, il peut être encore plus virulent que d'habitude. Il peut te mettre une pression pas possible et vraiment te persécuter. Alors, je t'invite à prêter attention à ce que tu te dis de toi. C'est le premier outil que je te propose aujourd'hui. Décider qu'à partir d'aujourd'hui, tu vas devenir ton meilleur ami. Pour ça, sois attentif à la façon dont tu te parles. Chaque fois que tu prends conscience que tu es en train d'avoir une pensée sur toi-même, observe-la. Fais l'inventaire des pensées sur toi que tu as régulièrement. Tu peux même les noter. Ça sera une bonne façon de faire un bilan de là où tu en es pour le moment, de remarquer si tu te comportes avec toi-même avec gentillesse, avec bienveillance, avec considération. Et chaque fois que tu remarques ces pensées sur toi, demande-toi si c'est une chose que tu dirais à ton meilleur ami ou à un enfant. Demande-toi si c'est une pensée qui t'est utile, qui te fait du bien, qui te tire vers le haut. Et quand tu observes que ça n'est pas le cas, surtout, ne commence pas à t'accabler. Ne commence pas à te dire « Ah non, je suis nulle, je me suis encore dit que j'étais nulle ». Ça serait la double peine là. Non, observe-toi avec indulgence et avec tendresse. Tu peux même rire de toi pour te détacher et dédramatiser. Tiens, la voilà la petite phrase toxique. Sacrée Alexia, mais oui, on est tous au courant, t'es vraiment nulle. Tu peux aussi décider de mettre en place dans ton règlement intérieur, il est interdit de se harceler.
Tu réveilles en toi le bon parent protecteur qui va dire « Stop, on ne parle pas comme ça à Alexia. Elle n'est pas nulle. Ici, on se parle avec respect et considération. » Tu peux aussi faire appel au bon parent nourricier en toi qui va te consoler, comme si tu te prenais dans les bras. « Allez, c'est pas grave, t'as fait une erreur, ça arrive à tout le monde. » Tu peux t'encourager. « Allez, tu peux y arriver, la prochaine fois tu feras mieux. » Et tu peux aussi faire preuve de compassion vis-à-vis de ton propre juge intérieur. S'il est si virulent, c'est parce qu'il y a une part de toi qui est inquiète, qui pense que c'est en étant très dur avec toi-même que tu pourras avancer. Alors rassure cette part de toi. Dis-lui de ne pas s'inquiéter, que ça n'est pas si grave, que ça va aller, qu'elle peut te faire confiance et qu'on avance bien mieux dans l'énergie de l'amour qu'en étant harcelé. Parle-toi comme tu parlerais à un enfant ou à ton meilleur ami, pour te soulager de ta culpabilité, de ta honte, de ton inquiétude. On peut être très dur avec soi-même, notamment en tant que parent. On essaie de correspondre à l'image qu'on se fait du parent parfait. On se met dans un rôle et on se déconnecte de soi, de qui on est. Et parfois, on pourrait presque en oublier le plus important, qui est d'aimer nos enfants tels qu'ils sont. Parce que quand on essaie d'être un parent parfait, on risque de vouloir que nos enfants soient des enfants parfaits aussi. Sois doux et indulgent avec toi-même. Parle-toi gentiment. Cultive l'amour de toi. Plus tu vas t'aimer avec tes limites, avec ta vulnérabilité, avec tes failles, en accueillant tes ressentis douloureux sans te juger, plus tu aimeras les autres avec leurs imperfections. Et n'oublie pas aussi de reconnaître tout ce que tu as déjà fait de bien par rapport à la situation dans laquelle tu te trouves. Peut-être que tu travailles intensément et que même si tu n'arrives pas à faire tout ce que tu voudrais faire, tu as déjà accompli beaucoup de choses. Peut-être au contraire que tu as commencé à redécouvrir les vertus de la lenteur, que tu apprécies plus la douceur de vivre. Peut-être que tu appliques de façon remarquable toutes les consignes anti-contamination, que tu prends bien soin de tes proches. Prends le temps de te féliciter, de ressentir de la fierté. Notre esprit a facilement tendance à nous présenter avant toute chose, la longue liste de nos insuffisances et de tout ce qui nous reste à faire. C'est important de ramener de façon délibérée ton attention sur tout ce que tu fais de chouette. De la même façon, sois indulgent avec les membres de ta famille avec qui tu es confiné. C'est mon deuxième conseil pour aujourd'hui. Face au danger, chacun a une réaction primaire qui peut être de 3 types. La fuite, la paralysie ou le combat. C'est quelque chose de très archaïque en nous, lié à la part animale de nous-mêmes. C'est important de savoir et d'être indulgent avec soi-même comme avec les autres par rapport à ça. Peut-être que certaines personnes de ton entourage n'ont pas les mêmes réactions primaires, ni les mêmes mécanismes de défense que toi, et que c'est difficile pour toi de les comprendre, et que ça t'agace. Je t'invite à faire preuve de compassion vis-à-vis d'eux, tout comme je t'invite à faire preuve de compassion vis-à-vis de toi. Si ta réaction primaire est de l'ordre de la fuite, il est possible que tu aies réagi par le déni, en minimisant ce qui se passait. Tu as peut-être réagi en refoulant tes pensées et tes émotions, en fuyant dans la consommation de jeux vidéo, de réseaux sociaux, en te réfugiant dans la nourriture, l'alcool. Si ta réaction primaire est de l'ordre de la paralysie, tu t'es peut-être trouvé comme dans un état de sidération, en te sentant totalement bloqué, incapable de réagir et d'appréhender les choses. Si ta réaction primaire face au danger est le combat, tu es peut-être tombé dans l'agitation, la colère, la révolte par rapport à ce qui se passe, la tentation de penser que c'est la faute des autres, du gouvernement, d'un complot, etc. Il est possible que tu te sois jeté à corps perdu dans la prise en charge des autres, en allant peut-être au-delà de ce qu'ils te demandaient, en méconnaissant leurs propres ressources. Peut-être pour fuir ton propre ressenti et éviter de te mettre en contact avec ta détresse à toi. En prenant du recul, tu vas pouvoir constater quels sont tes mécanismes de défense. Ils se mettent en œuvre bien plus fort dans les situations de stress telles que nous en vivons actuellement. Je te rappelle que quelle que soit la manière dont tu as vécu les choses, c'est comme ça que tu aurais dû les vivre, puisque c'est comme ça que tu les as vécues.
il ne sert à rien de discuter avec la réalité. Et c'est aussi comme ça que ton entourage aurait dû vivre les choses, puisque c'est comme ça qu'il les a vécues. Alors fais preuve d'indulgence vis-à-vis d'eux aussi. Il est fort possible que ton compagnon ou ta compagne n'ait pas réagi de la même façon que toi, et même peut-être pas du tout comme toi. En fait, sans en être conscient, on ne choisit pas notre compagnon de vie par hasard. Quand on s'engage amoureusement, il y a toute une part de l'attirance pour l'autre dont on est conscient. On pourrait dire objectivement « je l'aime pour telle et telle raison », en parlant de critères physiques, de certaines qualités, de certaines valeurs, de l'attraction des corps. Mais il y a toute une part qui nous échappe totalement. Je n'en suis pas conscient, mais je l'ai choisi aussi parce qu'il est parfait pour venir titiller les parts de moi que je n'assume pas. C'est pour ça que je finis parfois par reprocher à l'autre ce qui m'a attiré au départ. Je suis d'abord fascinée qu'il soit si vivant là où moi j'ai cru qu'il ne fallait pas l'être. Mais au bout d'un moment, ça m'énerve. En fait, il est parfait pour réveiller des parts de moi qui sommeillent. Mais ça ne se fait pas sans tempête. Et notamment dans ce contexte particulier du confinement où les réactions de l'un et l'autre sont peut-être inverses et où il n'y a pas la soupape habituelle de se quitter la journée pour se retrouver le soir. Ce contexte particulier peut déclencher une crise dans certains couples. Comme l'a écrit Christiane Singer, les épreuves ne sont pas le signe qu'il faut clore une aventure, mais au contraire qu'il devient passionnant de la poursuivre. Mais le cadeau de la crise dans le couple, c'est justement de pouvoir regarder les choses en face et de dépasser nos blocages, d'élargir notre cadre de représentation par la confrontation avec celui de l'autre. Mais pour recevoir le cadeau de la crise, il faut la traverser en y mettant de la conscience, en essayant de comprendre ce qui se joue pour nous. Il faut renoncer aussi à la volonté de changer l'autre. Il faut sortir du « j'ai raison, tu as tort ». Si je reste campée sur ma position, je rate la possibilité de grandir grâce à cette crise. Il faut décider d'écouter réellement l'autre en quittant le mode défensif. Il faut être capable de regarder la crise en face et de mettre plus de conscience et de communication pour comprendre ce qui se joue pour chacun. Cette période de confinement est peut-être l'occasion de sortir d'une crise de couple par le haut, en sortir en ayant chacun grandi et en ressentant plus d'amour pour l'autre. Le troisième outil que je te propose aujourd'hui pour te soulager de ta fatigue mentale, c'est de développer de plus en plus ta capacité à discerner ce qui dépend de toi de ce qui n'en dépend pas, pour accepter ce qui ne dépend pas de toi et concentrer ton énergie sur ce qui en dépend. L'être humain a la fâcheuse tendance à vouloir contrôler les choses, et notamment celles qu'il ne contrôle pas. Dans notre vie, il y a des choses qui relèvent de notre zone de contrôle, et d'autres qui ne relèvent pas du tout. Et cette zone-là est une zone de préoccupation inutile. Chaque fois que tu mobilises ton temps et ton énergie sur cette zone-là, cette zone des choses que tu ne peux pas changer, tu risques de nourrir du ressentiment, de la frustration, un sentiment d'impuissance et de sentir une grande perte d'énergie. Une grande part de notre souffrance vient de notre tendance à nous focaliser sur ce qu'on ne peut pas changer, à lutter contre ce qui est, à se révolter et vouloir que ce soit autrement. A l'inverse, quand tu acceptes de ne pouvoir rien changer à ce que tu ne contrôles pas, c'est une vraie libération. Plus tu cherches à contrôler ce qui se trouve à l'extérieur de toi, plus tu t'éloignes de toi, de qui tu es réellement, de ce que tu as toi à faire dans ta vie. Mais au fond, dans nos expériences de vie, qu'est-ce qui relève de notre zone de contrôle et qu'est-ce qui se trouve en dehors? Dans la vie, il y a des choses qui dépendent de toi. On va les appeler « mes affaires ». Ça désigne tout ce qui te concerne toi et qui est de ta responsabilité. Et il y a les affaires des autres, ce qui relève de leur responsabilité. Et il y a les affaires de Dieu ou de l'univers. Ça désigne tout ce qui ne relève pas de ta responsabilité humaine.
Donc, ce qui dépend de Dieu ou de la nature ou de la vie, ou encore le destin, la fatalité, la chance, tu peux les appeler comme tu veux en fonction de ce que tu crois et de ce qui te parle le plus. Et ce que je te recommande, c'est donc le troisième outil, c'est de t'occuper de tes affaires. Alors je t'arrête tout de suite parce que je ne voudrais pas qu'il y ait de quiproquo. T'occuper de tes affaires, ça ne veut pas dire du tout devenir égoïste, nombriliste, et ne plus t'intéresser aux autres, ne t'occuper que de toi, laisser les autres se débrouiller avec leurs problèmes. Pas du tout. Ça ne veut pas dire non plus qu'il ne faut pas s'engager sur les causes qui nous tiennent à cœur. Bien au contraire. En fait, ça veut dire que la meilleure chose que l'on ait à faire, c'est de porter notre attention sur nos affaires, c'est-à-dire sur notre zone de contrôle, de responsabilité et de liberté, au lieu de passer notre temps à se concentrer sur les affaires des autres ou de Dieu, en voulant que les autres et la vie soient autrement que ce qu'ils sont. Tes affaires, qu'est-ce que c'est? C'est ce que tu ressens, ce que tu penses et ce que tu fais. Ce sont les valeurs que tu choisis d'adopter et de mettre en œuvre. C'est la direction que tu veux donner à ta vie. C'est la façon dont tu t'occupes des autres et de toi-même. C'est ta façon d'assumer tes choix et tes erreurs. C'est le comportement que tu as dans telle ou telle situation. T'occuper de tes affaires et prendre conscience de ta zone de contrôle, de liberté et de responsabilité, ça évite de tomber dans le rôle de victime qui se plaint de ce que la vie ou les autres lui font, en ignorant sa propre capacité à agir sur la vie et à l'interpréter d'une façon qui nous fait du bien et qui soit constructive. Ça évite aussi de tomber dans les travers du persécuteur, qui reproche aux autres leur façon d'être ou de faire et qui veut les contraindre à se comporter différemment. Ça permet aussi de ne pas devenir le sauveur qui veut agir sur la vie des autres, alors même qu'ils ne lui ont rien demandé. Parce qu'alors, on reconnaît que l'autre aussi a sa propre zone de contrôle, de responsabilité et de liberté. On passe souvent beaucoup de temps dans les affaires des autres ou de l'univers, au lieu de porter notre attention sur nos propres affaires. On se mêle de la vie des autres, en essayant de les contrôler, en essayant de réparer leur vie, ou en jugeant intérieurement ce qu'ils font, en pensant qu'ils devraient agir autrement. On a souvent une idée bien précise et très détaillée de tout ce que les autres devraient faire pour qu'on puisse être heureux dans notre vie. On passe aussi souvent du temps à se disputer avec les affaires de l'univers ou de Dieu, selon ce que tu crois. Le coronavirus n'aurait jamais dû se répandre sur toute la planète. Pourquoi je suis née dans cette famille-là? Pourquoi il est mort? Pourquoi elle est malade? Pourquoi je n'ai pas de chance? Et en étant comme ça, tout le temps, ailleurs que dans nos propres affaires, on se stresse parce qu'on se focalise sur des choses pour lesquelles on est impuissant. En fait, décider de t'occuper de tes affaires, c'est choisir d'accepter tout ce qui ne dépend pas de toi. Cette acceptation peut te soulager d'une grande souffrance. Elle te permet de focaliser toute ton énergie là où tu peux vraiment agir. Plusieurs d'entre vous m'ont évoqué une impression de perte d'énergie. Si c'est le cas, tu peux observer où tu en es de tes habitudes de vie. Est-ce que tu te couches suffisamment tôt? Est-ce que tu as mis en place une nouvelle habitude d'activité sportive depuis que tu es confiné? Comment tu t'alimentes? Tu peux repérer les domaines où tu pourrais améliorer tes habitudes de vie et choisir de te définir dès à présent une nouvelle hygiène de vie qui nourrisse mieux ton énergie. Mais peut-être aussi que ce qui pompe ton énergie vient d'une fatigue mentale. Ton paysage mental, c'est-à-dire les pensées qui tournent dans ta tête toute la journée et dont tu n'as peut-être pas conscience, conditionne les émotions et l'état d'énergie que tu ressens. Le premier outil que je t'ai donné peut vraiment t'aider pour apaiser ta fatigue mentale. Il s'agit donc de devenir ton meilleur ami, en apprenant peu à peu à te parler avec plus de douceur et en empêchant ton juge intérieur de te persécuter. Le deuxième outil, être indulgent avec les autres, cesser de vouloir qu'ils se comportent autrement qu'ils ne le font et les accepter comme tu t'acceptes toi-même, avec toutes leurs imperfections, peut aussi beaucoup te soulager. Le troisième aussi,
Le troisième outil aussi va te soulager de la fatigue mentale. T'occuper de tes affaires, c'est-à-dire accepter ce qui ne dépend pas de toi, ce sur quoi tu ne peux pas agir, comme le comportement des autres, ton passé ou les affaires de l'univers, pour concentrer ton énergie sur ta zone de contrôle, de responsabilité et de liberté. Voilà, c'est la toute première partie de l'intervention que j'adresse à ceux qui vivent confinés en couple avec des enfants. À bientôt les amis pour la deuxième partie de cette intervention. Je vous y parlerai de la façon concrète dont vous pouvez structurer votre journée et de quelle façon agir pour prendre soin de vous et de votre famille. Bonne journée à tous et à tout de suite.